Bonsoir et bienvenue sur Watch TV pour cette nouvelle émission, ce nouvel épisode d'À quoi tu joues, l'émission 100% jeux vidéo ou presque. On est heureux de vous retrouver le mardi soir à 21h en direct. N'oubliez pas, nous poser vos questions sur le Twitter de l'émission, le hashtag À quoi tu joues. On attend vos questions avec nos invités. Ce soir, vous allez voir, il y a du monde. Alors pas forcément autour de la table puisque je n'ai qu'une seule personne avec moi, mais alors il fait un peu peur parce qu'il s'appelle Fibre Tigre. Bonsoir. Bonsoir Pierrick. C'est un pseudo, Fibre Tigre. Tout à fait, pourquoi oui. un pseudo ? Parce que depuis toujours, mes activités en tout cas liées au jeu et à l'écriture, je suis sous le nom de Fibre Tigre, donc je garde ce nom. Voilà, plus de 10 ans dans l'univers du jeu vidéo et aujourd'hui vous travaillez pour le studio Miklo. Tout à fait. Qui est un développeur indépendant de jeux vidéo. On va parler de vous parce que vous venez de sortir il y a quelques jours maintenant sur Android et sur iOS et également sur Amazon Store d'un jeu qui s'appelle Outzer. Oui. Kezako. Alors c'est un jeu donc mobile, mais plutôt designé pour l'iPad, même s'il est universel. Et c'est un jeu en contexte de science-fiction, réaliste et scientifique, c'est-à-dire que c'est pas Star Wars avec des lasers de partout, et c'est la difficulté de survivre dans l'espace. Ça reste quelque chose de futuriste néanmoins. Et le thème du jeu, c'est la survie. C'est-à-dire comment faire pour survivre d'une étoile à l'autre, survivre un jour de plus dans l'espace quand on est un humain et avec l'hostilité de l'espace. Donc, voilà, parce que normalement la durée de vie dans l'espace elle est limitée si on n'a pas d'oxygène. Oui, voilà, exactement. Avec moi également depuis Cannes, l'ami Nicolas Gavet, journaliste, photographe, amateur de jeux vidéo. Nicolas, t'as fait une provision de bananes, je crois, en prévision du mauvais temps sur la croisette. C'est ça ? Des caisses et des pâtes à caisse. Voilà, tu vas nous parler de... Bon en ce moment, tu as raison. Tu vas nous parler de... Pardon ? Tu vas nous parler de quoi ? Donkey Kong Country, oui. Le tout dernier sur Wii U. Voilà, Tropical Freeze, ça va nous donner la banane, combattre les pingouins, vous allez voir, c'est très rigolo. Enfin, le Technokill est également avec nous. Salut Barthélémy. Salut. Alors toi, tu as pu essayer le nouveau Final Fantasy. Ça fait partie des jeux que tu attendais avec impatience ? Alors ouais, pas mal, ouais. Oui. Bah, on va en parler plus tard. Ouais. Mais, oui, bah c'est tu vas lâcher un peu les chevaux, hein. Je suis pas trop déçu. Hein. Bon, bah écoute, très bien. On verra ça dans quelques instants avec toi. On va vous donner quand même quelques petites nouvelles du monde du jeu vidéo. Voilà, pendant mes vacances à la neige, j'ai quand même continué à regarder ce qui arrivait. Et notamment ce chiffre qui est tombé aujourd'hui, 6 millions. Voilà, c'est le nombre de PS4 vendus par Sony depuis le lancement de sa nouvelle console. Un chiffre supérieur aux prévisions, visiblement. Le japonais annonce aussi avoir vendu 13,7 millions de jeux, dont 2,1 millions de Killzone Shadowfall. La console vient également de sortir au Japon, vous le savez, 370 000 PS4 vendus en un seul jour, ça fait plus de 4 consoles à la seconde, à peine le temps de faire le code de sa carte bleue. Voilà, un succès quand même assez phénoménal bien sûr pour la PS4, et la guerre continue de faire rage bien sûr avec la Xbox One, mais Sony semble quand même avoir gagné la première bataille pour l'instant. Ça fera peut-être un film dans 20 ans, qui sait, comme pour la guerre Sega Nintendo, je sais pas si t'as vu ça Nicolas, je tombais ça sur le site 7 sur 7, le réalisateur Seth Rogen prépare un film tiré d'un livre de Black Harris, Console Wars justement, qui raconte cette histoire de la guerre entre Sega et Nintendo dans les années 80. Il y aura même un documentaire, alors Seth Rogen connu surtout pour ses rôles dans The Green Hornet et surtout 40 ans toujours puceau, voilà, à force de jouer aux jeux vidéo, ça devait arriver forcément. Allez, on poursuit avec la sortie du jeu Sif sur PS4, Xbox One, Xbox 360, PC et PS3. Alors, c'est pas pour enlever les bactéries avec de l'ammoniac, Sif, ça veut dire voleur, c'est un jeu pour les apprentis voleurs. On va voir la vidéo tout de suite. Voilà, jeu développé par Eidos Montréal, à qui l'on doit l'excellent Deus Ex Human Revolution. Voilà, un jeu d'infiltration et d'action à l'univers, on va voir tout de suite, assez noir, il faut le dire. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai vu que le titre faisait pas forcément l'unanimité auprès de mes collègues testeurs. Alors, en attendant, pour sa sortie, le jeu a été numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, comme quoi, avec 75% des ventes, notamment sur Xbox One et PS4, ce qui peut s'expliquer aussi par la relative pauvreté encore des sorties sur ces consoles. Voilà, en Angleterre, Sif devance Lego, La Grande Aventure, le jeu vidéo, et FIFA 14. Et d'ailleurs, si tu l'as vu, Nicolas, le film ? Non. Lego, va voir.
C'est mon conseil cinéma du jour, vous n'en aurez pas beaucoup. Je suis allé le voir, c'est génial. Franchement, c'est aussi pour les grands, c'est très drôle. Il y a plein de niveaux de lecture et des grosses vannes et des grosses blagues. Ça m'a rappelé le Shrek, le premier Shrek. Vraiment, dans un film vraiment très très sympathique. J'attends beaucoup du jeu. Sinon, Sony diffuse, on va le voir très vite, une petite vidéo de ce qui sera sans doute l'un des premiers grands jeux de la PS4, Infamous Second Son. Voilà, un super humain doté de super pouvoirs et qui doit se cacher des humains sans pouvoir, mais pas sans armes. Voilà, la jalousie, c'est vraiment pas joli. Sortie prévue le 21 mars. This is for the chosen ones. This is Infamous Second Son. Enjoy your power. Only on PS4. This is for the players. Voilà. Oh yeah. Ouais, j'ai pas reçu la vidéo en français, donc je vous la sors en anglais. Voilà, avec le bon accent. Allez, on fait une petite pause tout de suite et on retrouve Fibre Tigre pour Out There. Fibre Tigre, vous êtes donc le game designer du studio Miklo et vous lancez donc ce nouveau jeu sur tablette et mobile, Out There. C'est l'histoire d'un astronaute qui aurait d'une certaine façon perdu son GPS dans une galaxie inconnue, si on résume. Hein. Oui, et il est, enfin, c'est dans un futur très proche. Donc on ne peut pas aller dans les étoiles, on va juste jusqu'à Jupiter. Donc vraiment, ça pourrait être le cas en 2040. Et il y a eu un accident. Et quand il se réveille de sa cryogénisation, voilà, c'est pas facile à dire, mais c'était bien. Dispositif qui permet de rester longtemps dans l'espace. Il est ailleurs, il est out there, voilà, d'où le titre. Et il sait pas comment s'en sortir. Et donc ça va être une longue odyssée pour éventuellement revenir chez lui s'il y arrive. Il y a plusieurs fins possibles, donc voilà. C'est un jeu d'exploration avant tout ? C'est un jeu de survie avant tout, parce que en fait on n'explore pas pour être émerveillé, on explore dans l'espoir d'avoir suffisamment de ressources pour tenir un jour de plus, quoi. Alors, c'est ce que tu m'expliquais auparavant, c'est un jeu dont on est le héros également. Oui. Alors ça rappelle les livres qu'on avait dans notre enfance et qui est très rigolo. Alors en fait, à chaque fois qu'on arrive à une étape, il nous arrive une aventure. L'aventure, elle sert d'une part à mettre d'une part à mettre l'ambiance dans le jeu avec des extraits de journal de bord dans lequel il dit bon voilà, je me sens seul, j'ai tel problème, la terre me manque, voilà, les hamburgers me manquent parfois, et à la fois c'est des choix. Vous rencontrez un truc bizarroïde de l'espace et vous avez plusieurs choix possibles, comme dans un livre de Vous êtes l'héros, effectivement, et avec des résultats positifs, négatifs, ou au contraire, vous pouvez dire je me tiens loin de ce truc. La subtilité, c'est qu'un livre dont vous êtes l'héros, vous commencez par le paragraphe 1, vous suivez un certain nombre de paragraphes, vous arrivez à la fin. Mais si vous recommencez depuis le début, vous avez encore la même séquence. Tandis que là, en fait, à chaque étape, le paragraphe est susceptible d'être complètement différent. Donc chaque aventure est différente. Autrement dit, il y a 10 000 façons d'y jouer et 10 000, enfin, il y a un niveau de rejouabilité énorme. Oui, il y a 300 aventures possibles. Et voilà, la carte est aléatoire. Par contre, je préviens les spectateurs de Watch, c'est un jeu très difficile. Voilà, c'est pas un jeu accessible à tous. Disons que si vous l'achetez, vous allez vivre une expérience. C'est un vrai jeu de gamer. Non, pas forcément, il est accessible à tout le monde, mais par contre, en fait, c'est une histoire qui peut bien se terminer si vous arrivez au bout de l'histoire, mais si elle se termine mal, vous dites pas j'ai perdu, non, vous avez vécu une histoire dans l'espace et malheureusement vous êtes mort, mais parce que c'est inévitable, c'est très difficile à vivre l'espace. Vous avez choisi aussi de faire un jeu sans combat. Oui. Dans l'espace, ça peut, pour les habitués de Halo, etc., et de nombreux jeux d'action dans l'espace, c'est un choix un peu étonnant. Alors, nous avons voulu avoir une approche très réaliste de l'espace. Et d'ailleurs, quand vous, par exemple, minez des matériaux sur les planètes rocheuses ou que vous réparez votre
votre vaisseau, ou même vous construisez des technologies. Déjà, les technologies sont des technologies existantes. On construit des interféromètres pour voir quelles sont les planètes qui existent. On construit des télescopes. On construit des appareils pour améliorer la cryogénie. Mais également, les matériaux minés et utilisés sont des matériaux qui existent vraiment. Par exemple, quand on utilise vraiment le platine comme un catalyseur de réaction chimique, vraiment le thorium pour faire des réacteurs. Et donc, on va pas mettre des armadas d'aliens avec des lasers parce que c'est pas du tout l'ambiance, quoi. Voilà. Ouais. Mais quand vous dites, faut presque reprendre son petit traité de chimiste ou je sais plus comment ça s'appelle là où on la avait tablette, tout, la table périodique des éléments. Ouais. Voilà. On apprend des choses du coup. Alors, non seulement on apprend des choses si on est attentif au jeu, mais le héros est un astronaute, donc il a des réflexions à la fois philosophiques par rapport à sa condition et à la fois pratiques, telles qu'en aurait un astronaute. Voilà. Alors, les graphismes, on va en dire un mot, parce que là, on le disait, on est vraiment loin de la guerre des étoiles. Oui. Là aussi, c'est un choix cartoon, un peu vintage même, vous disiez. Alors, pour traiter l'ambiance pulp, des années 30, 60. Comme j'ai écrit récemment un article dans lequel je dis qu'il n'y a rien au-delà des années 60 dans ce jeu, parce qu'effectivement, nos maîtres à penser, c'est les revues américaines des années 30, 40, 50 qui expliquent des aventures incroyables dans l'espace à une époque où Star Wars n'existait pas encore. Voilà. Et donc on a voulu on n'était pas allé sur la Lune d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Mais par contre, on imaginait déjà qu'est-ce qui allait se passer à l'autre bout de la galaxie. Alors vous avez aussi fait le choix de mettre un environnement musical assez entraînant. Là c'est pareil, c'est pas un choix qu'on retrouve si souvent que ça dans les jeux mobiles. C'est un jeu au tour par tour, au rythme assez lent. En fait c'est un peu contemplatif, donc on a fait le créateur de l'environnement sonore, c'est Siddhartha Barnard, qui a fait la musique de The Stanley Parable et Antichamber, 2 hits de jeux indépendants. Il fait aussi des musiques de films. Il a fait une musique atmosphérique idéale, je pense. Voilà. Outzer, c'est un jeu indépendant. Si je vous parle de la French Touch, ça va vous énerver, non ? Non, alors 2 mots pour rigoler, pour troller. On parle souvent de la French Touch, mais en fait, on sait pas ce que c'est. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, Ubisoft, c'est des Français. Et Assassin's Creed, je suis désolé, mais c'est français. Et aujourd'hui, la French Touch, elle est partout. Et c'est au contraire les jeux alternatifs à des jeux comme Assassin's Creed qui sont la non French Touch, quoi. Alors c'est un jeu payant. Oui. C'est important, faut le dire, parce que vous me racontiez ça avant le début de l'émission. C'est des mois de travail, de sueur pour arriver au bout. Non, c'est juste 1 an de travail. Oui, quand même, ça fait 12 mois. Oui, mais c'est très très peu dans le monde du jeu vidéo. Et c'est juste une équipe de 2 personnes. Donc Michael, le fondateur de Miklo, et moi en tant que scénariste game design. Et c'est vraiment plus petit que ça, on peut pas faire plus petit. Je veux dire, Mais ça a été quand même quelque chose, j'imagine, d'arriver au bout de ce jeu qui a un niveau de rejouabilité plusieurs heures en fait. Oui, alors le jeu était bien défini en termes de game design très très rapidement. Il a eu un écho très rapide, c'est-à-dire il y a eu par exemple Rock Paper Shotgun qui nous a contacté. Alors, pardon, qui c'est ? Excusez-moi, il y a eu on va dire un salon anglais qui s'appelle RES, d'un salon de jeux vidéo très très important, qui au bout du 4e mois de développement nous a appelé, ils ont dit on vous veut sur le salon. Et même chose après Eurogamer en novembre, on vous veut sur le salon parce que le jeu était prometteur, il a été reconnu, et ce qui nous a permis de nous donner à fond. Et alors les sites anglo-saxons adorent. Oui. Touch Arcade, je crois, vous a donné une note de 5 note aujourd'hui. Maximum. Ouais. Ça, c'est vraiment un encouragement. En fait, oui, c'est la vraie récompense plus que la monétisation, qui est réelle. On gagne de l'argent aujourd'hui. Il faut pour pouvoir en faire un autre derrière. Oui, mais alors là, en pré-vente, on avait déjà accompli la totale, quoi. Mais là, on a une vraie reconnaissance aussi du public. Et ça nous permet, c'est très simple pour le secteur du mobile qui faisait jusqu'à présent, on va dire en gros du Candy Crush Saga ou du Flappy Bird, peut-être vous en avez parlé. Et quand on leur dit, voilà, on peut faire un jeu intelligent, nerd, sympa, difficile et littéraire, et ça cartonne, et il y a peut-être plein de gens qui vont mettre de l'argent là-dedans, et peut-être que ça va augmenter le niveau du gaming, quoi. Le jeu est disponible donc sur Android, sur l'App Store et sur Amazon Store. Oui. Comment ça s'est passé la sortie ? Epic, non ? Alors, déjà, c'est Apple qui dirige tout dans ce vaste monde, parce que c'est sur Apple qu'on fait le plus d'argent. C'est-à-dire quand vous faites...
on va dire 1 euro sur Apple, vous faites 20 centimes sur le reste. Donc c'est Apple qui décide, et sur Apple on ne pirate pas, c'est autre chose. Donc, et Apple aussi met 1 semaine, voire 2 semaines pour valider un jeu. Donc on est complètement dépendant d'Apple. Donc effectivement on a soumis le jeu, et le jeu devait sortir le 27, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une petite anecdote. Le 26 à 15h, on avait déjà des retours et déjà des notes. Pourquoi? Parce que le jeu était sorti en Nouvelle-Zélande, parce qu'on était déjà le 27 en Nouvelle-Zélande. Et oui, c'est vrai que ça arrive un peu plus tôt que chez nous. Qu'est-ce que ça t'inspire, Nicolas, un jeu comme ça, toi qui es un amateur de Flappy Bird? Non, moi je trouve que c'est assez formidable, c'est que c'est ce retour, entre guillemets, au développement à la manière des années 80, à savoir qu'une équipe de 2 personnes est capable aujourd'hui de faire un jeu vidéo, alors qu'on entend partout parler autour de nous de jeux qui sont faits, comme tout à l'heure tu disais, Assassin's Creed 4, par 200, 300 personnes sur 2-3 ans, et je trouve que c'est très très bon pour l'industrie du jeu vidéo. On trouve des jeux qu'on trouvait peut-être un petit peu dans les années 80, on les redécouvre maintenant, et au moins ça change, entre guillemets, de ce qu'on voit partout, des grosses productions, comme peut le proposer le cinéma américain par exemple, où ce sont toujours le même type de films avec les mêmes ficelles, etc. Là on retrouve ce que j'aime bien, moi, la fibre des années 80, et je trouve que c'est une bonne chose. Allez, la fibre des années 80, on l'a retrouvée dans quelques secondes avec Donkey Kong. Allez, à tout de suite. Voilà, Nicolas Gavet, un vieux singe qui on n'apprend pas à faire des grimaces. Donkey Kong, pour toi, c'était vraiment une promesse, cette arrivée sur Wii U? Bah oui, parce que chaque épisode, alors je ne vais pas parler de Donkey Kong qui est sorti en 81 dans la salle d'arcade, mais quand le jeu est arrivé en 94 sur la Super Nintendo, c'était une claque monumentale, tant en termes de graphisme que de prise en main, etc. Et à chaque épisode, sur chaque nouvelle console, on se prenait des nouvelles claques avec des formules et des mécaniques qui finalement étaient toujours les mêmes, recyclées, mais bien recyclées et super agréables à prendre en main. Et là, l'épisode qui sort sur Wii U, 4 ans après la sortie de la Wii, les mécaniques n'ont pas changé. On regarde les mêmes personnages, il y en a même des nouveaux qui sont arrivés. Ouais, c'est toujours un jeu de plateau comme on aime chez nous. Exactement, c'est de la plateau en 2D, donc de la gauche vers la droite, traditionnellement, avec quelques petites nouveautés. Il joue maintenant sur la profondeur des niveaux, donc on peut se retrouver en premier plan tout au fond du niveau. Ce qu'on avait déjà sur Nintendo 3DS, effectivement, oui. mais là, c'est efficace, ça marche bien sur Wii U? Ouais, c'est efficace. D'une part, parce que le graphisme en HD... finalement, ça apporte quand même pas mal de bonnes choses, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse sur tout ce qu'on voit à l'écran, et ce qui est plutôt pas mal, même si fondamentalement la version Wii était vraiment très très bien aussi. Voilà. Et puis, alors, pas une déception, mais finalement le gamepad ne sert pas à grand chose d'autre que les fonctions auxquelles on est habitué, déplacer son personnage et sauter. Voilà. C'est quand même souvent un peu le cas malheureusement sur le gamepad de la Wii U. Mais alors juste, on va le préciser parce qu'on a vu des dodos, mais là on voit des pingouins. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la forêt tropicale, ces pingouins? Ils sont venus envahir l'île sur laquelle habite Donkey Kong et sa famille, en mettant un petit coup de froid dans l'île tropicale, d'où le nom Tropical Freeze. Voilà, alors la famille, donc des nouveaux personnages, certains qui sont très connus d'ailleurs, et puis il y a des nouveaux comme Pépé Cranky, c'est ça, le Pépé barbu, qui est très rigolo. Cranky, il n'est pas tout à fait nouveau dans le sens où il existait déjà dans les autres versions, mais on ne pouvait pas y jouer. C'était un personnage qui était dans une boutique dans laquelle on achetait des objets, des vies, etc. Et là, maintenant, il devient jouable dans cet épisode, et ça me rappelle un peu ces fonctionnalités quand on le joue. Le DuckTales de Disney qui est ressorti il y a pas longtemps d'ailleurs sur console, et quand on prend ce personnage, il a une canne, et sur sa canne on peut faire des sauts en canne sur des ronces, sur des objets que en temps normal nous font perdre une vie, et là on peut passer les obstacles. Alors une remarque, on se dit Donkey Kong, un singe, des bananes, des pingouins, papa pingouin, tu connais la chanson, moi j'adore. Mais en attendant, on se dit c'est pour les gamins ça. Ah non, c'est dur, hein. Alors tout à l'heure tu parlais de plusieurs niveaux de lecture,
Et là, c'est exactement, et c'est le cas de tous les jeux Nintendo, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de jeu, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a le joueur traditionnel, tout simple, qui va finir ses niveaux sans chercher à savoir en gros ce qu'il fait. Il va de la gauche vers la droite, il arrive à la fin, très bien. Et puis après, il y a les joueurs un peu plus expérimentés qui vont récupérer les pièces de puzzle ou récupérer les pièces qui forment le Mokong pour obtenir une vie en plus. Et puis il y a les gamers qui vont en plus chercher tous les passages secrets, et ils sont nombreux, ils sont bien cachés dans le jeu. Donc c'est vraiment un jeu qui est pour tout le monde et pour tout le voilà, gamer ou pas gamer, on prend son pied avec le Donkey Kong. Ouais, un jeu avec un singe pour un fibre tigre ou un tigre qui a la fibre, ça fait envie, c'est fait partie des jeux auxquels vous jouez? Alors j'étais déjà un peu vieux quand le premier Donkey Kong est sorti, sous silicone graphique là, avec la gameplay 2D. Et j'ai une question d'ailleurs, est-ce que parce que j'ai pas eu le jeu dans les mains, est-ce que le jeu a un gameplay 2D tout en étant en 3D? Alors, il y a des graphismes 3D, comme l'était un petit peu à l'époque les jeux faits par Silicon Graphics. Et maintenant, on peut jouer sur la profondeur. On se rend dans un tonneau qui va exploser et on va tout au fond du niveau. Alors, c'est pas vraiment ça reste de la 2D, mais sur différents plans, comme l'était entre guillemets les jeux en différents plans sur la Super Nintendo. Sauf que là, on va vraiment contrôler au fond du niveau, revenir, repartir, revenir, etc. Ah, intéressant. Voilà, donc pas de la vraie 3D, mais c'est de la profondeur. C'est plus de la profondeur que de la 3D. Donkey Kong Country Tropical Freeze, voilà un jeu à vraiment à essayer sur sa Wii U et à adopter. Très difficile. Et évidemment très difficile, mais vous allez voir, vous allez bien vous amuser. Merci Nicolas. C'est l'heure de retrouver Barthélémy, notre Techno Kid. Salut Barthélémy. Donc salut. Voilà, t'as vu de la lumière et t'es rentré, hein, c'est ça? Ça tombe bien parce que, alors, ces jeux de mots viennent de loin, hein. On attend tes lumières pour The Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tu as pu l'avoir en main, je t'ai laissé les vacances pour l'essayer. Ton verdict? Alors ça reste très très bon. Enfin moi en tout cas j'ai énormément apprécié. Donc évidemment par contre pour les puristes amateurs des tout premiers Final Fantasy 2D, des JRPG très classiques, c'est clair que comme Final Fantasy le fait depuis un certain temps, la saga évolue de plus en plus vers l'action, donc c'est un jeu très rythmé. Et pour les fans de vrais JRPG, je conseille, on en a déjà parlé dans À quoi tu joues, Bravely Default sur 3DS. Effectivement, on en a pas mal parlé parce que c'est un des très bons jeux de la 3DS sorti au moment de Noël. Je vous invite d'ailleurs à retrouver l'émission en replay où on avait reçu l'un des responsables de Nintendo qui était venu nous parler un peu de l'univers concurrentiel qui s'était singulièrement accru en cette fin d'année. Je t'ai coupé la chic. Pas de problème. Donc Lightning Returns, je montre juste la jaquette. Oui, le système de combat, donc comme je disais, c'est de plus en plus vers l'action, mais ça reste très stratégique et on a vu 2 jeux difficiles là aujourd'hui, donc on va voir un 3e puisque celui-là est aussi un jeu très difficile comme à l'habitude de Final Fantasy, hein. Donc les combats sont stratégiques, vachement rythmés parce que c'est pas du tour par tour. Disons que on choisit ses attaques de façon beaucoup plus dynamique que dans les autres Final Fantasy. Mais ce n'est pas non plus du beat'em all, quoi. Je veux dire, c'est difficile d'expliquer les combats d'un jeu pareil. Je vous conseille vraiment de l'avoir en main ou de regarder des vidéos sur le net pour vous faire une idée. C'est très complexe, mais c'est super et c'est peut-être aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes de combat que j'ai pu avoir en main. Ouais, Barthélémy, Final Fantasy, c'est aussi des graphismes et surtout des filles souvent très jolies. J'allais en parler. C'est ce que, ouais, d'accord, je me disais aussi à ton âge. Oui. Je sais que ta grand-mère écoute, mais quand même. Oui, pas forcément. Oui, donc pour ce qui est des graphismes, donc le character design, c'est Final Fantasy, justement, toutes les filles sont super jolies, évidemment, hein. J'en montre la jaquette, hein, déjà rien que le personnage principal, Lightning, est très jolie, même si elle a les cheveux roses et que c'est assez particulier, on apprécie ou pas, bref. La plupart des personnages sont super bien réalisés, c'est très beau. Par contre, pour ce qui est des décors, alors globalement, c'est très réussi, hein, les capacités de la 360 qui arrivent en fin de vie sont bien poussées. Donc en extérieur, je pense notamment à la région des terres sauvages ou des dunes de la mort. On est dans
dans du jeu de rôle. Hein. Les noms sont assez significatifs. Les décors sont très beaux, tout ce qui est dans les terres sauvages, les forêts, tout ça, c'est sublime. Dans les villes, alors globalement artistiquement c'est top, il y a vraiment des endroits magnifiques, mais il y a des textures qui font un peu grincer les dents quand même. Hein. Tu disais la Xbox arrive un peu en fin de vie. Merci beaucoup. Donc c'est un jeu que tu conseilles si j'ai bien compris. Alors voilà, je conseille, mais aux joueurs avertis quand même, parce que c'est pas facile du tout. Ouais, mais c'est vraiment un univers à découvrir forcément. Si vous ne connaissez pas Final Fantasy, c'est peut-être un bon moyen de commencer avec ce Lightning Returns. Merci beaucoup Barthélémy, le Technokid. On te retrouve dans 15 jours pour parler de Castlevania. Allez, avant de se quitter, on a des petits personnages qui entourent Watcho que vous pouvez voir ici. Voilà, vous les connaissez, hein, ce sont les Skylanders qui plaisent tant aux enfants. Alors, il y a des nouveaux personnages qui viennent de sortir. Activision ne va pas lâcher ça comme ça. Il y a Spice Rise, une bonne tête de fourmi. Je sais pas où il est, Spice Rise, c'est pas là. Ah si, voilà, une bonne tête de fourmi, voilà, pour creuser. Il y a également Stink Bomb. Stink, ça veut dire que ça sent mauvais, je crois. Non, ça ne doit pas être ça. Heureusement, c'est pas un jeu en odorama. Voilà. Et puis des personnages, un nouveau pack ici, voilà, avec même un mouton Platinum Chip. Voilà. Ça coûte toujours quand même assez cher, hein, faut le dire. Mais franchement, n'oubliez pas, c'est des jeux pour la console, mais c'est aussi des jeux pour la chambre. Et c'est sûr qu'avec ce genre de choses, vous avez la tranquillité pendant quelques heures avec vos enfants. Et ça n'a pas de prix, comme je dis toujours. Voilà. Et puis surtout, je sais pas ce que vous en pensez, Fibrotique, mais moi je suis toujours impressionné par la qualité là de ces personnages. Skylander, c'est un peu une performance parce que ça a marché, plus ou moins, et c'est un modèle très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a du dur et il y a du dématérialisé, quoi. Et c'est pas évident à faire aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment c'est du travail de maître en termes de marketing. Voilà, et je voulais tout de suite m'excuser auprès du papa d'Antoine qui est passé récemment à la maison. Voilà, donc maintenant il veut ça forcément pour son anniversaire, c'est malin. Mais bon, pour le bled ou le gafio, faudra attendre l'année prochaine ou Noël, voir ça avec les grands-parents. Allez, avant de se quitter, vous savez, à quoi tu joues, on aime aussi lire de la BD. Et je voulais vous parler ici de Hedge Fund, des hommes d'argent aux éditions Le Lombard. Franck Carvalet a fui la France pour s'installer. Voilà, hop, on va essayer de voir ça avec la caméra on me dit qu'elle marche pas, donc je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà, il est parti s'installer à Hong Kong où il essaye de placer les contrats d'assurance retraite à des riches qu'il ignore complètement. Ça marche pas très très bien. La richesse derrière laquelle il court, il peut continuer à courir jusqu'à ce qu'un jour, cette richesse synonyme de belle fille, d'appartements luxueux, de voyages en première classe, arrive au moment où il désespère le plus, avec un homme étrange qui lui confie la gestion d'un hedge fund où il va pouvoir brasser quelques milliards. Sa vie va changer. Le voici plongé au cœur de la finance reine sans âme, qui achète et qui vend. Bon, tout ça est bien sûr un petit peu caricatural dans ma voix, mais c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a du Largo Winch dans ce hedge fund de Tristan Rouleau et Philippe Sabat. L'un d'eux a d'ailleurs travaillé dans le monde de la finance et ça se voit. Patrick Enaf pour le dessin. C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, j'avoue que j'aime bien un dessin assez réaliste avec pas mal de couleurs et des visages très expressifs. Une BD en 3 tomes, dont ce premier, moi, qui me met l'eau à la bouche. Ça va pas vous réconcilier forcément avec la finance froide et lisse, mais cette BD se garde quand même de tout angélisme et au contraire de jugement à l'emporte-pièce. Voilà, Hedge Fund, ça vous fera aussi découvrir les mécanismes, le fonctionnement des marchés à lire, même si vous n'avez pas de SICAV ou d'ETF. Voilà, À quoi tu joues, c'est fini pour cette semaine. Vous pouvez passer à autre chose, aller télécharger Out There, ça serait une bonne chose, ça serait une bonne chose. Et ou bien sûr retrouver les émissions en replay. Combien ça vaut? Oui, tiens, bonne question de Benjamin Vincent, parce que j'ai dit que c'était payant, mais j'ai pas dit combien. 3,59 €. Voilà, 3,59 €, c'est un bon investissement. Et c'est d'ailleurs, si vous avez 7 €, vous pouvez même acheter le nouveau jeu vidéo magazine qui vient de sortir avec The Order 1886. Voilà, hop,
Il est excellent, un des excellents jeux attendus sur PS4 et surtout couple et jeux vidéo. Voilà, une rubrique très intéressante. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine pour parler Pokémon. Salut à tous.